Et en plus, les livres amortissent toute la réverbération. Donc, Ce qui est pas mal quand même. ouais. Ça fait un peu radio. Oui, un côté comme ça, oui, un studio improvisé en fait. Ouais. C'est bien ça, non? Ça me va. Mais moi, tous les contextes sonores me vont. Hein. C'est mon métier, donc j'ai pas de. C'est votre métier. Bah, je suis prof de son, oui, en fait, aux Beaux-Arts. Donc, enfin, c'est un de mes métiers, disons. Un des métiers. Donc, j'ai pas du tout de problème avec la signature sonore des endroits, au contraire. C'est quelque chose qui. C'est pour ça qu'on vous a demandé de traduire le bouquin. On m'a demandé, c'est des volontés, des désirs qui se sont croisés, mais aussi parce que je suis musicien et chanteur moi-même, donc peut-être ça a pu éclairer ce choix, oui, c'est possible. En tout cas, moi je sais que ça m'a aidé à plusieurs reprises, que les questionnements de Leonard Cohen qui sont articulés de façon très précise, très intelligente et très sensible, comme tout ce qu'il dit, faisait écho à des choses que j'avais en moi, et du coup je pense que ça m'a aidé, oui, certainement. Une traduction, c'est voilà, une traduction, réponse évidente. Une traduction, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un travail. Pour moi, c'est un travail de positionnement vraiment entre les deux langues, entre son propre style et celui de l'auteur. Et là, c'était d'autant plus complexe qu'en fait, il y avait quasiment deux auteurs. Il y avait l'auteur du livre et il y avait la personne de Leonard Cohen derrière, puisqu'il y avait des textes, certains de ces textes qui étaient là, certains avaient déjà été traduits, d'autres non, donc il convenait aussi de les traduire. Donc il y a un positionnement à trouver. Une fois qu'on a ce positionnement, je trouve que c'est allé assez vite, parce que le livre était très fluide en fait. Ce n'est pas un livre d'un musicien. Pour moi, c'est vraiment le livre d'un intellectuel, d'un universitaire, de quelqu'un qui sait varier les angles. Mais je trouve que justement, il y avait quelque chose d'assez beau dans la façon dont il refusait de hiérarchiser tel ou tel domaine entre la composition, l'enregistrement. Par exemple, j'étais très intéressé, très touché par pas mal. L'auteur a interviewé plusieurs collaborateurs de Leonard Cohen, des collaborateurs historiques, dont le producteur John Simon, par exemple, et je trouve que il accordait la même importance à des révélations sur le processus de l'enregistrement que sur l'arrière-plan philosophique et religieux, par exemple, spirituel, qu'on peut trouver dans les textes de Leonard Cohen. Donc c'est pas un livre, pour moi, c'est pas un livre de musicien, mais en tout cas, d'être musicien moi-même m'a aidé à comprendre sa structure et moins son rythme que comment dirais-je, sa marche, quoi. Enfin, sa fluidité, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Je pense que c'est voilà, c'est dans le livre de Leibovitz, c'est là, quoi. Et une partie du travail, vous parliez de la difficulté, une partie du travail était effectivement de trouver cette signature rythmique qui, son écriture, je trouve, est en parfaite adéquation avec le sérieux et le débit cohénien. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un livre très sérieux. Voilà, pour moi, c'est vraiment un livre d'intellectuel qui aborde l'œuvre et la vie de Cohen avec presque cette distance un peu universitaire et en même temps la proximité que donne l'intimité de la voix de Cohen et puis son immédiateté dans ce qu'il peut nous raconter, nous murmurer à l'oreille. Donc voilà, c'est pas un livre bruyant, en tout cas. C'est vrai que je trouve que c'est un livre presque de conversation entre un érudit, dont l'érudit est presque des fois en train de se faire en même temps qu'il écrit, et quelqu'un qui écoute. Et donc moi, voilà, j'étais là pour écouter et pour redire en même temps. Ce sont des gens sur qui il n'est pas possible d'écrire n'importe comment. En tout cas, vous parlez de Dylan, j'ai écrit une biographie de Dylan et un livre sur Johnny Cash récemment. Voilà, cette espèce de figure de Mont Rushmore comme ça, musicale et voilà. Donc on est bien obligé, quand
quand on parle de ces gens, de se demander à quelle... c'est même pas une question de se placer à une hauteur, c'est effectivement dans quelle langue. Parce qu'il n'est pas possible, si on prend par exemple, pour quelqu'un, je pense que Leonard Cohen aimait beaucoup, comme Johnny Cash, espèce de sécheresse qu'il y avait dans son écriture, quelque chose de très 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 ramassé, presque à l'air transparent dans sa simplicité, mais qui en fait c'est ce qui fait son côté universel. Voilà, écrire un livre sur Johnny Cash, on ne peut pas l'écrire de la même façon qu'un livre sur Leonard Cohen. Et effectivement, ce qui est présent dans le livre de Leibovitz, c'est, je pense qu'ils ont en commun dans leur éducation, dans leur formation, dans la connaissance des textes anciens et tout ça, et qui est là, qui donne aussi son... quelquefois, ce qui revient des imprécations via les aïeux de Leonard Cohen avec lesquels il peut être en contact, et voilà, tout ce qui remonte comme ça, qui prend aussi une partie de la scansion, de la chanson, et même du rock'n'roll en fait, puisque, et du doo-wop et tout ça fait partie de... c'est le style et c'est l'homme en même temps. Voilà, et ce qu'on trouve dans ses lettres aussi, dans ses brouillons. Donc c'est sûr que ça fait... Et la seule solution, en fait, je pense, c'était de rester vraiment le plus proche possible, tout le temps, du texte d'origine, ce qui est évidemment une espèce d'idéal de traduction, mais dont on sait très bien que des fois, on est appelé à aider le texte à aller jusqu'au lecteur dans une nouvelle langue. Et là, en fait, je pense que vraiment, peut-être parce que c'est un Canadien, je ne sais pas, il fallait rester collé, quoi, à ce rythme, à cette scansion interne. Alors, je pense que il y a une petite différence, c'est que Cash n'est pas juif. Voilà. Donc la culture de Cash, elle vient essentiellement du temple et de la radio. Parce que c'est un gamin, il grandit dans un contexte extrêmement défavorisé, extrêmement pauvre. Les deux autres, on va dire, petite bourgeoisie pour Dylan et bourgeoisie nettement plus aisée pour Cohen, ont accès à d'autres sources de formation. Et je pense que les deux vivent à la fois à leur époque, écoutent la radio, sont dans la modernité, aiment le cinéma et ainsi de suite, et vivent aussi avec des textes qui ont plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Enfin, ils sont pris dans une pensée, dans quelque chose qui est là très fort tout le temps, par le biais des grands-parents, par le biais des réunions, les camps d'été aussi, ça. Enfin, voilà, je pense que c'est ce statut de classique qui gagnent très très vite. Je pense qu'ils y sont prédisposés d'une certaine manière par ça. Parce que je pense que ce n'est pas des gens de leur époque. Mais pourquoi vous dites ça ? Dylan, parce qu'il le revendique, et je pense que Cohen, il montre, on voit assez vite à quel point il est sans arrêt en porte-à-faux. C'est pas un hippie, c'est pas un rocker, il est toujours en léger, enfin c'est ce qui fait tout son charme, il est toujours pour moi en léger décalage avec le contexte et surtout avec son époque. Enfin, l'idée d'aller s'installer en Grèce, voilà, il passe pour un traître parce qu'il a acheté une petite maison dans la Grèce des colonels et c'est un exemple parmi 10 000, mais je pense que évidemment que lui, la hauteur à laquelle il se place pour juger ce genre de problème n'a rien à voir avec celle soit des hippies, soit des mouvements d'extrême gauche de l'époque, enfin où tout est très binaire et tout se classifie, se range facilement, ce qui n'est pas du tout le cas chez lui et chez Dylan non plus. Encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment une volonté ? Je pense que
d'assumer le fait d'être dérangeant, ce qu'on voit dans le bouquin des fois lorsque Leonard Cohen se retrouve à la télévision face à la bien-pensance canadienne voilà, à ce moment-là, il est de son époque parce qu'il est de cette espèce d'incandescence qu'a Dylan aussi, comme ça, au milieu des années 60, ou quoi qu'il fasse, il est de toute façon en situation de marginal. Mais c'est aussi des gens qui ont un immense plaisir à se mettre en retrait. Enfin, les deux ont disparu et à des moments où ils n'étaient pas du tout obligés, de le faire. Donc que ce soit Hydra, que ce soit le monastère bouddhiste, que ce soit pour Cohen, que ce soit la forêt à Woodstock pour Dylan. Voilà, c'est des gens qui disparaissent à un moment où justement il y a une énorme attente, soit de leur entourage, soit carrément du monde entier. Enfin, Dylan, quasiment le monde entier était suspendu à ses lèvres dans les années 67, 66, 67, 68, et lui, il disparaît. Ce qui est aussi une forme de rébellion, certainement. C'est surtout la rébellion. Oui, puis une lassitude, et aussi, encore une fois, je pense, c'est de vivre un rythme différent, voilà, de celui... de ce qui était le début de la frénésie qu'on connaît maintenant, mais enfin qui était déjà bien lancé, même s'il y avait moins de chaînes moins de chaînes de radio, de télé, moins de stations de radio, par internet, mais quand même, ce mouvement, il était déjà enclenché. Et chez Cohen, c'est très net, on a quand même l'impression que le temps n'a pas glissé sur lui comme il est passé pour d'autres, enfin le fait de se mettre en retrait aussi fort, et à la fin de sa vie, en revanche, de sortir des albums sans arrêt, et de les multiplier, quoi. D'abord, il y a une curiosité un petit peu, c'est que pour moi, d'une certaine manière, Leonard Cohen est un peu un chanteur français. C'est-à-dire que, en tout cas, je l'ai rencontré une fois, j'ai interviewé à l'époque de Améroman, il parlait un français absolument parfait, délicieux, et donc il y avait dans son écriture, dans sa formation, quelque chose de très francophone, en tout cas, et puis on le sait aussi dans certaines... voilà, dans le rapport qu'il avait à cette langue. Il aimait beaucoup le rock'n'roll du début, le doo-wop et tout ça, mais il aimait aussi la poésie espagnole, on le sait, enfin, des expressions venant d'un peu partout, et je pense que c'est pas un écrivain typiquement américain, c'est pas un auteur typiquement américain, comme peuvent l'être les deux autres dont on parlait tout à l'heure. Donc le rapport avec Ferré, je pense que Ferré était beaucoup plus... Il y avait un personnage Ferré, d'une part, qui était affirmé, c'était quelqu'un qui se voyait en dehors des médias, mais qui finalement savait très bien les contrôler et en faire bon usage. Et puis qui d'une certaine manière, par ses engagements politiques, je pense que c'était plus facile à situer peut-être que Cohen. Cohen, chaque fois qu'il y a une possibilité de classement, finalement, il finit par s'échapper. Ce que je trouve pas le cas de Ferré. Enfin, j'adore Léo Ferré, hein, et quasiment toutes les périodes, mais après, le rapport à la langue qui ferait que quelqu'un écrit en même temps, je pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent, en fait. Et heureusement. Enfin, il n'y a pas d'équivalent en tout. Il y en a parfois dans les grandes figures populaires. Je sais pas, par exemple, Adriano Celentano et Johnny Hallyday, pour moi, c'est à peu près la même chose, en tout cas du point de vue de l'adulation, du poids, de la popularité. Leonard Cohen, sincèrement, enfin, il a toujours été ici comme chez lui, enfin, au point d'avoir une longue histoire d'amour avec une Française, il a vécu ici longtemps, mais pour autant qu'il ait vécu vraiment précisément quelque part. Mais en tout cas, il a toujours une place très particulière dans le cœur des Français, et au point, enfin voilà, de se retrouver
visiter l'Élysée du temps de Giscard, tout ça. Enfin, c'est une espèce de figure. Il n'a pas eu d'énormes efforts à faire pour être accepté ici, j'ai l'impression. Et pas seulement parce qu'il a chanté le partisan, ça. Enfin, il y avait une espèce. Oui, oui. Enfin voilà, des fois c'était le hasard des homophoниes. Et puis bon, voilà, il est quand même né dans un pays qui a une double culture. Et on voit bien, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, même si j'avais déjà pas mal lu sur lui, mais en travaillant sur ce livre, c'est à quel point il était presque chauvin, quoi. Enfin, très très fier d'être canadien et de dire le parallèle qu'il faisait entre le fait d'être juif et d'être canadien, qui était aussi important pour lui, quoi, de dire qu'on ne pouvait pas brader l'identité canadienne, alors que c'est un pays qui, effectivement, par définition, semble un petit peu composite. Et lui n'était pas du tout enclin à brader quoi que ce soit de ce point de vue-là. Ce qui, là aussi, on fait quelqu'un d'un peu en marge par rapport à son époque, quoi. Cette espèce de désir nationaliste bien prononcé, bien affirmé, comme ça. C'était pas dans les années 60, c'était pas très à la mode.